19h. Les autorités maliennes ont lancé ce jeudi 25 mai les travaux de curage des collecteurs et des caniveaux de Bamako pour l'année 2025. Cette initiative du gouvernement vise à prévenir les inondations pendant l'hivernage et assainir le district de Bamako et la ville de Kati. Les détails, ça sera dans ce journal. Le personnel de l'hôpital Nianakoro Famba de Ségou est en colère contre son administration. Les comités syndicaux exigent de celle-ci le paiement des arriérés de ristournes et des primes. Les détails pour ce journal. Il sera également question dans cette édition de l'incendie qui a fait des ravages au marché à poissons de Mopti. Les dégâts du sinistre sont estimés à des centaines de millions de nos francs. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur la télé Totalement Vôtre. Ce jeudi 15 mai 2025, le district de Bamako a officiellement lancé les travaux de curage des collecteurs et des caniveaux pour l'année 2025. La cérémonie s'est tenue à Banankabuku et a été placée sous le parrainage du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la Transition. Outre l'assainissement de la ville de Bamako, ces travaux visent à prévenir les inondations pendant l'hivernage. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité ou Mounawi Traoré. Le budget alloué à ces travaux s'élève à 2,66 milliards de francs CFA. Cette initiative vise à réduire les risques d'inondation dans le district de Bamako et dans la ville de Kati, en particulier pendant la saison des pluies. En 2024, Bamako a enregistré 79 cas d'inondation, révélant la vulnérabilité de l'environnement urbain face aux défis climatiques. Pour éviter cette situation, le gouvernement du Mali et ses partenaires ont initié des travaux d'envergure pour assainir les espaces publics et améliorer la gestion des déchets solides. Pour l'année 2025, le programme prévoit 131 073 mètres linéaires de collecteurs à curer, soit une hausse de 26,9% par rapport à 2024. Et 235 365 mètres linéaires de caniveaux en augmentation de 3,91%. L'ensemble de ces interventions couvrira les 6 communes du district de Bamako, avec un taux de satisfaction de 87,71% contre 60,81% en 2024. Le budget global est de 2,66 milliards de francs CFA, financé conjointement par l'État via le budget spécial d'investissement et par la Banque mondiale à travers le projet de résilience urbaine de Bamako, communément appelé PRUBA. Tous les déblais seront évacués vers la décharge finale de Noubougou sous le contrôle rigoureux des bureaux de supervision agréés. Lors de son allocution, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a insisté sur l'importance du respect des normes techniques et des délais contractuels par les entreprises en charge des travaux. Il a également exhorté le ministère chargé de l'assainissement à veiller au bon déroulement de ces opérations. Ce que nous lançons aujourd'hui est un effort collectif pour redonner à ces voies d'eau leur rôle vital. C'est une opération de salubrité, de sécurité et de résilience. En nettoyant ces collecteurs, en libérant les marigots et leurs servitudes, nous faisons un pas décisif vers une ville plus propre, plus sûre et plus viable. Je lance un appel solennel aux entreprises en charge des travaux en leur intimant le respect strict des normes techniques, des délais contractuels et des exigences environnementales et sociales. Ces préalables ne constituent pas une option, c'est une obligation. J'invite également le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable à assurer un suivi rigoureux et permanent de l'exécution des travaux. Ces programmes ambitieux pour 2025 prévoient plusieurs activités visant à garantir un environnement plus propre et plus sécurisé pour les habitants de Bamako et de Kati. Les autorités maliennes comptent sur l'engagement de tous les acteurs pour mener à bien cette mission d'assainissement. C'est parti depuis ce jeudi matin à Bamako pour la rencontre des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États
du Sahel. Cette rencontre des responsables des administrations douanières de la Confédération de l'AES permettra d'évaluer l'exécution des recommandations formulées lors des précédentes rencontres, d'aborder toutes les questions sécuritaires, d'analyser et d'adopter les conclusions des experts. Bakary MCDB. Cette réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES intervient après la rencontre des experts des administrations douanières de l'espace tenue le mardi et le mercredi dernier. Elle a permis l'adoption des textes essentiels relatifs au transit, à l'interconnexion et à d'autres aspects permettant à la Confédération d'une part d'avancer vers une véritable harmonisation des procédures douanières et d'autre part de renforcer la sécurisation des frontières et de garantir la mobilisation efficace des recettes publiques indispensables aux efforts de développement. C'est la preuve que notre Confédération n'est pas simplement une alliance, mais bien une vision partagée, une volonté commune de surmonter les défis de notre époque. Cette harmonisation n'est pas qu'un luxe, c'est une nécessité. Une nécessité pour sécuriser la libre circulation des personnes et des biens, renforcer nos économies et garantir un commerce juste, sûr et équitable. Cette réunion de Bamako marque une étape, celle d'un engagement mutuel et de renforcement des liens entre les administrations douanières des États de l'AES. Elle vise à examiner les recommandations issues de la rencontre tenue à Lomé au Togo, capitaliser les recommandations de Ouagadougou, mais surtout à harmoniser les textes, les procédures et les pratiques douanières. Les lourdes charges que font peser sur nos épaules cette citation prouvent à suffisance le rôle central que doivent jouer les douanes dans l'architecture de l'AES. Il nous revient à tous de l'assumer avec responsabilité et professionnalisme. Ces textes juridiques, véritables vecteurs de l'intégration réussie, viendront compléter la décision portant institution du Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel, PCAES. Le ministre de l'Économie et des Finances a invité les participants à accélérer la réalisation de l'architecture juridique nécessaire en vue de l'harmonisation des procédures douanières pour l'atteinte des objectifs de la Confédération. Les États et les peuples de la Confédération des États du Sahel comptent sur leurs administrations douanières pour une union douanière des peuples, pour plus d'intégration de leurs économies, pour booster leur développement à travers l'harmonisation des textes et procédures, l'assistance administrative mutuelle, la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale. Les défis sont certes immenses, mais je ne doute pas de votre engagement pour les relever. C'est pourquoi je vous engage à accélérer la réalisation de l'architecture juridique nécessaire en vue de l'harmonisation des procédures douanières et d'échange d'informations pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les plus hautes autorités de notre espace. Cette rencontre, troisième du genre en moins d'une année, prouve à suffisance l'engagement des douanes de l'AES à transformer en réalité l'intégration des peuples du Sahel. Placée sous le thème « Harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES », la rencontre se tient du 15 au 16 mai à Bamako. La première édition du Forum international de la diaspora se tiendra du 17 au 19 juillet 2025 au Centre international de conférence de Bamako. L'annonce a été faite ce jeudi matin par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en faveur d'une conférence de presse tenue au CICB. Un cadre d'échange entre autorités et diaspora malienne sur la contribution des Maliens vivant à l'étranger au développement du pays. Awasanogo Montalavatar. La contribution des Maliens établis à l'extérieur au développement socio-économique est capitale, d'où ce forum pour mieux organiser les investissements. Après la présentation du Forum international de la diaspora aux hommes de médias prévu du 17 au 19 juillet 2025, le ministre des Maliens établis à l'extérieur a donné les détails sur la spécificité du forum. La spécificité de ce forum, c'est qu'il est essentiellement dédié
à la diaspora, entre parenthèses économique, à la diaspora qui veut investir, à la diaspora qui produit de la richesse, à la diaspora qui contribue au développement national, afin de l'inciter davantage à fermer. Nous savons qu'il y a un potentiel inexploité au niveau de notre diaspora. Nous sommes conscients que notre diaspora a des questionnements. Elle hésite parfois. Elle s'inquiète même à des moments. Elle se pose des questions. Il s'agit justement de permettre à toutes ces questions d'être posées, à toutes ces craintes d'être levées et à toutes ces initiatives qui sont dans l'hésitation, qu'elles éclosent et qu'elles permettent à ce que la diaspora soit non seulement productrice de richesse au Mali, mais aussi contribue à la lutte contre le chômage, contribue à la création de la richesse. Donc la spécificité, c'est vraiment l'aspect économique du forum. Cadre d'échange durable entre l'État et les ressortissants établis hors du territoire, ce forum se penchera également sur les initiatives entreprises par le gouvernement malien. Le forum sera l'occasion de mettre en exergue les initiatives aussi du gouvernement, les opportunités qu'il propose, les facilités qu'il élabore, qui sont souvent méconnues de la diaspora, qui ne sont pas suffisamment communiquées peut-être, en tout cas pas suffisamment appropriées par la diaspora. Les initiatives du gouvernement pour accompagner la diaspora, pour faciliter son investissement, pour faciliter son pleine implication, feront l'objet de cadres dans ce forum-là. Je pense que c'est un des objectifs du forum aussi. Le thème retenu pour cette première édition est « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Sont attendus à ce forum les représentants de la diaspora des 5 continents, les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs économiques locaux. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de 6 nouveaux guichets automatiques par la BMS. Et oui, sous le leadership de son directeur général, la Banque malienne de solidarité, BMS-SA, a inauguré ce jeudi 6 nouveaux guichets automatiques à son siège à Amdalay, ACI 2000. Ces nouveaux guichets visent à offrir aux clients de la banque des solutions modernes, accessibles et sécurisées. Omar Keïta. Comme annoncé lors du dernier conseil d'administration, la Banque malienne de solidarité accélère sa transformation digitale à travers le déploiement des projets innovants pour le bonheur de sa clientèle. L'inauguration de ces 6 nouveaux guichets automatiques est une preuve tangible de cette vision. Disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ces guichets faciliteront les opérations bancaires des clients. L'objectif étant de décongestionner davantage les guichets au niveau des points centraux, notamment 1001 et 1002. Donc je crois que c'est une politique qu'on va continuer à faire en sorte que la clientèle puisse se sentir mieux à l'aise dans le cadre de ces transactions. Faire en sorte que la digitalisation aussi soit poussée dans ces entrées maximum, faire en sorte que les clients puissent se sentir mieux à l'aise en venant à la banque, sans contrainte ni rien. Donc le client il vient, il fait ses opérations normalement avec sa carte. Donc ça permet aussi de crédibiliser davantage tout ce qu'on a comme message porteur à l'attention de notre clientèle. Après avoir effectué la première opération, le directeur général a réaffirmé la volonté de la banque de demeurer un acteur de référence dans le secteur bancaire national. Je remercie la clientèle par rapport à la confiance toujours placée à la banque. Et de plus en plus, nous recevons davantage aussi beaucoup de clients que nous essayons de gérer avec les moyens de bord, et les moyens innovants. Et je vais dire, faire en sorte que la clientèle aussi puisse mieux se sentir à l'aise avec les outils de dernière génération que nous avons à notre disposition, les outils tactiles, mais également les outils qui permettent de mieux satisfaire les clients dans le cadre de leurs opérations. A rappeler que la Banque malienne de solidarité dispose désormais de plus de 70 guichets automatiques dans le pays. La cérémonie a pris fin autour d'un cocktail et par une photo de famille.
Actualité à l'intérieur du pays, à Ségou, les agents de santé de l'hôpital Nianakorofomba ont entamé ce jeudi 15 mai 2025 des matinées de sit-in devant leur direction afin de réclamer le paiement de leur ristourne, prime de garde et prime de responsabilité. Selon le syndicat, cette manifestation continue jusqu'au 25 mai, date à laquelle les travailleurs commenceront officiellement pour obtenir la satisfaction de leurs doléances. Pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre quelques réactions recueillies par notre correspondant Mamadou Lamine Sogouba. Nous sommes dehors aujourd'hui pour réclamer notre ressource. Ça fait une troisième fois, le même scénario se répète. Donc on a essayé de discuter, jusqu'à présent on n'a pas eu de solution. C'est pour cette raison que nous sommes dehors. Et puis les primes de responsabilité et les primes de garde en 2024. Bon, l'objectif de notre sortie ce matin, c'est toujours les problèmes de ristourne et de primes impayées. Vous savez, depuis l'année 2024, le bureau syndical de l'hôpital Nianakorofomba a vraiment patienté pendant 2024. L'hôpital n'a pas pu donner nos ressources correctement au délai. D'un, de deux, les primes, les autres primes, on a 6 mois d'impayés de primes de 2024. Deuxièmement, en 2025 aussi, nous voyons que le même scénario est en train de se répéter. Pourquoi le personnel de l'hôpital Nianakorofomba a tenu à sortir pour protester contre cet état de fait. Nous agissons en toute légalité. Nous avons établi un préavis de grève qu'on a déposé au niveau de l'administration, au niveau du gouvernorat, au niveau de l'inspection du travail. Dans ce préavis, nous dénonçons le fait que nous avons 6 mois de primes impayées de 2024 et nos ressources de 2025 aussi sont en retard et nous n'avons aucun chronogramme de paiement de cela. Nous avons décidé d'aller en sit-in 3 jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi, les lundis et les mardis, c'est-à-dire pour des raisons humanitaires, nous avons décidé de travailler pour soulager la population. Et maintenant, les mercredis, jeudi, vendredi, nous allons faire des sit-in. 14 jours après, si les doléances ne sont pas satisfaites, nous allons en grève à partir du 28 de ce mois. Il faut rappeler que nos tentatives de faire réagir la direction de l'hôpital Nianakorofomba sur cette manifestation syndicale n'ont pas été couronnées de succès. De Ségou, nous nous rendons à Mopti, plus précisément à Sévaré, où médecins et personnels de santé étaient en sit-in pour exiger une amélioration de la fourniture d'eau et d'électricité à l'hôpital Sominodolo de Mopti. C'était ce mercredi 14 mai 2025 dans la matinée dans l'enceinte de l'hôpital. Moussa Traoré, notre correspondant en Mopti, nous donne ici des explications. En effet, le personnel de l'hôpital Sominodolo de Sévaré a organisé un sit-in le mercredi 14 mai 2025 dans la matinée dans l'enceinte de l'hôpital. Cette action, selon les syndicats de l'établissement sanitaire, vise à faire pression sur la direction de l'hôpital et les autorités compétentes afin qu'elles trouvent une solution rapide et définitive au problème de coupure d'eau et d'électricité. Les agents de l'hôpital dénoncent aussi l'état de délabrement des toilettes et l'absence d'électricité dans les unités de soins, ce qui cause, selon les organisateurs du sit-in, de graves préjudices au personnel et aux patients. Ils affirment que cette situation est devenue insoutenable et qu'ils ne comptent plus rester les bras croisés. Cet incident à l'hôpital Sominodolo de Mopti pourrait affecter gravement la qualité des soins aux patients. Il est donc urgent que les autorités prennent des mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes dans l'immédiat de l'hôpital et de son personnel, mais aussi et surtout pour les usagers de cet établissement sanitaire. Et suite à cette manifestation, le directeur général de l'hôpital Sominodolo a adressé ce communiqué aux agents de l'hôpital et à l'opinion publique nationale. Je vous livre ici la teneur de ce communiqué. À la suite d'une panne technique survenue sur la ligne d'électricité de l'hôpital Sominodolo le jeudi 8 mai 2025,
l'hôpital a connu des perturbations de la fourniture d'électricité et de l'eau. En effet, après des intenses travaux effectués par EDM Mopti, la fourniture d'électricité a été rétablie le mardi 13 mai 2025 vers 20h selon les volumes horaires de la société EDM. Par ailleurs, l'hôpital sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social est à pied d'œuvre pour renforcer incessamment les sources existantes afin d'assurer une fourniture prompte de l'électricité et de l'eau à l'hôpital. Le communiqué est signé du directeur général de l'hôpital Soméné de l'eau de Mopti, Dr Omar Guindo. Nous restons à Mopti où une vingtaine de sages-femmes se renforcent sur la planification familiale post-partum. Et c'est à la faveur d'un atelier régional de formation de 5 jours ouvert le mercredi 14 mai 2025. Une initiative de la Direction régionale de la santé avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'activité démographique qui vise à réduire les besoins non satisfaits en planification familiale afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Moussa Traoré, correspondance. En effet, le Fonds des Nations Unies pour l'activité démographique, l'INFP, soutient cette formation des sages-femmes sur la planification postpartum. Il s'agit notamment de renforcer les compétences des sages-femmes pour qu'elles puissent conseiller les femmes sur la contraception et l'espacement des grossesses après l'accouchement, ainsi que de sensibiliser les communautés sur l'importance de la planification familiale. Cette initiative est rendue possible grâce au partenariat entre la Direction régionale de la santé et l'INFP. Cela reflète l'engagement commun pour la santé reproductive et le bien-être des femmes et des enfants. En conclusion, cette formation représente une étape cruciale pour renforcer les services de santé reproductive dans la région de Mopti. Une initiative également pour promouvoir l'accès à la planification familiale et pour réduire le recours aux grossesses non désirées. L'une des stratégies et l'une des activités que nous avons mis et qui peut nous aider vraiment à booster les taux de la prévalence contraceptive est la planification du postpartum. Parce que nous avons constaté que c'est cette période que plus de 80% des femmes tombent en état de grossesse alors que les enfants n'ont même pas eu une année. La planification, elle est très très importante si on veut être au rendez-vous des ODD. Et nous savons que la mortalité maternelle au Mali c'est très élevée, à hauteur de 325 pour 100 000 naissances. Donc, chers participants, cette formation c'est une occasion pour nous à saisir. La planification familiale postpartum est un sujet important pour les sages-femmes. Aussi, à travers cette formation de 5 jours qui regroupe une vingtaine de sages-femmes, la Direction régionale de la santé et son partenaire l'INFP jouent ainsi un rôle essentiel dans l'amélioration des soins de santé reproductive et dans le renforcement des capacités des sages-femmes à offrir des services de qualité, notamment en matière de planification après accouchement. Mopti, toujours en feu, s'est déclaré ce mercredi sur la digue de Poisson en plein centre-ville. Cet incendie serait parti d'une station-service située sur le site. Il s'est propagé entre 21h et 22h, impliquant un camion-citerne selon les informations recueillies sur la page Facebook de la mairie de Mopti. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, des dégâts matériels considérables ont été évalués à des centaines de millions de nos francs. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. En effet, l'incendie dont les causes restent inconnues pour le moment s'est déclaré sur la digue des Poissons en plein centre-ville de la ville de Mopti. Selon les informations reçues sur la page Facebook de la mairie de Mopti, le feu serait parti d'une station-service d'essence située sur la digue entre 21h et 22h, impliquant un camion-citerne. L'incendie a occasionné des dégâts matériels importants, estimés à des centaines de millions de nos francs. Même si l'on ne déplore pas de pertes en vies humaines, la station d'essence et les magasins de stockage des poissons fumés et séchés ont été sérieusement endommagés. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers
sapeurs-pompiers pour circonscrire le feu. Les populations ont fait usage des moyens de bord, sable et eau pour limiter la propagation du feu. Il faut signaler que les pires étaient effectivement à craindre car profitant du sinistre, des badauds ont tenté de piller des magasins environnants. Une situation déplorée par les maires qui a invité la population à la sérénité et à la prudence. Ces sinistres de Mopti lancent la réflexion sur la problématique de la cohabitation entre les stations d'essence, les maisons et boutiques dans les centres urbains. En attendant, la situation est en train d'être évaluée par les autorités administratives et municipales pour faire le bilan exact de cet incendie. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. Je voudrais vous dire au revoir en partageant ceci avec vous que j'ai lu quelque part. Nos devoirs, ce sont les droits que les autres ont sur nous. Bonsoir et à très bientôt.